Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire un petit point sur le chapitre sur le droit de propriété, donc dans la partie 3. Et on va commencer par la première partie sur la notion de propriété. Donc, c'est pas la partie la plus compliquée, mais elle est fondamentale. Donc, je voudrais juste vérifier que vous avez bien repéré les points essentiels dans le polycopié du cours. Donc, d'abord, ça commence par la notion. Les attributs et les caractères du droit de propriété. Donc vous avez bien vu la définition du droit de propriété. Le droit de propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ou par les règlements. Donc ça, c'est la définition du droit de propriété, celle du Code civil, que vous devez absolument connaître et maîtriser. Nous allons parler du droit de propriété de biens immobiliers, plus particulièrement. Donc, l'étendue de la propriété des biens immobiliers. Je vous rappelle que la définition de l'immeuble par nature, c'est le sol et tout ce qui s'y attache. Donc, la propriété du bien immobilier, c'est la propriété du sol, mais aussi de tout ce qui est au-dessus du sol. Donc, théoriquement, on maîtrise également tout le dessus, tant qu'on peut monter, on maîtrise ce qui est à l'aplomb du sol. Et puis, parallèlement, symétriquement plutôt, on est aussi propriétaire de tout le dessous. Donc tant qu'on peut creuser, théoriquement jusqu'au centre de la Terre, et finalement on est aussi propriétaire de ce qui est sous le sol. Alors évidemment, ces droits vont être limités par l'intérêt public, par le droit de l'urbanisme, qui va par exemple imposer de limiter la hauteur de la construction. Donc finalement, ce n'est pas aussi absolu que ça sur la propriété sur le dessus et le dessous. Mais théoriquement, c'est ça, et ça va avoir des conséquences qu'on verra plus tard. Les attributs du droit de la propriété, on les a déjà abordés précédemment dans l'année. L'usus, le fructus, l'abusus. Donc l'usus, c'est le droit d'usage de la chose, on utilise soi-même la chose. Le fructus, c'est le droit de faire fructifier cette chose, d'en retirer les fruits. Alors il y a différents fruits, les fruits naturels, industriels, civils. Nous, on va surtout parler des fruits civils, c'est-à-dire des fruits qui sont issus d'un contrat. Donc lorsqu'on loue son bien immobilier, on perçoit des loyers, ça ce sont des fruits civils. Donc percevoir les fruits de son bien. Et puis l'abusus, c'est le droit de détruire, abandonner, vendre son bien. Donc le droit de disposer de son bien. Lorsqu'on réunit les trois attributs, on a la pleine propriété du bien. Normalement, un propriétaire, il a bien les trois attributs, c'est-à-dire la pleine propriété du bien. Dans certaines situations, ce ne sont pas les mêmes personnes qui ont les différents attributs de la propriété. Et dans ce cas, on parle de démembrement de la propriété. Un démembrement de la propriété, c'est lorsque les attributs sont scindés entre différentes personnes. Voilà. Les caractères à ne pas confondre avec les attributs. Donc le caractère absolu, il est dans la définition, le droit de jouir de la manière la plus absolue du bien. C'est dans la définition, c'est le pouvoir qu'on a sur la chose qui est le plus absolu, même si on a vu qu'il y a des règles qui vont venir le limiter. C'est un droit qui est perpétuel. Donc, dans l'idée du législateur, le droit de propriété ne s'éteint pas au décès de son titulaire, il est transféré d'un titulaire à un autre. Donc, il ne s'éteint jamais, il passe d'une personne à une autre. Ça va avoir un certain nombre de conséquences. C'est, par exemple, sur la revendication de la propriété, on n'est pas susceptible de prescription extinctive. On peut toujours revendiquer la propriété d'un bien. Ce droit-là ne s'éteint pas. Et c'est lié au caractère perpétuel de la propriété. Vous aviez un petit exercice, un petit arrêt de la Cour de cassation, où on voyait que une personne avait vu sa demande en revendication d'un terrain, il me semble, qui avait été rejetée parce que, soi-disant, prescrite. Eh bien non, la Cour de cassation avait bien rappelé que il n'y a pas de prescription extinctive de l'action en revendication. Et enfin, caractère exclusif. Le caractère exclusif, c'est l'idée que le propriétaire a le monopole sur sa chose et par conséquent, il peut en exclure les autres. Il peut exclure les autres personnes de son bien.
Et là encore, vous aviez vu un exemple dans une décision où un propriétaire avait dépassé de 0,5 cm sur le terrain voisin. Alors, il avait construit une maison en dépassant de 0,5 cm. Alors déjà, 0,5 cm, c'est précis hein, comme mesure, mais enfin, voilà, c'est ce qui avait été établi dans les faits. Et les juges ont bien dit, ben, peu importe l'ampleur de l'empiètement est interdit. Le droit de propriété a un caractère exclusif, donc le propriétaire peut exclure toute personne qui empiète sur son terrain. Voilà. Donc ça, c'est une description du droit de propriété. Et il faut bien distinguer ce droit d'un fait qui est la possession. Donc, deuxième sous-partie, la possession. Cette fois, c'est bien une relation de fait entre une personne et un bien. Donc, on ne parle plus du droit de propriété, mais d'un fait. Une personne va avoir une relation factuelle avec un bien. Voilà. Les éléments constitutifs de la possession, juridiquement. Et alors là, il faut faire attention parce que dans le langage courant, on n'utilise pas les termes de la même manière. Le terme de possession, dans le langage courant, s'applique juste à l'emprise matérielle d'une chose. Hein, c'est-à-dire que ça va s'appliquer à un élément corporel. Si je détiens un bien, voilà, hop, j'ai ce stylo, je le possède. Voilà, emprise matérielle de la chose, je possède le bien. Donc c'est l'un des premiers éléments de la possession. J'ai un lien direct avec la chose, un lien corporel avec la chose. Mais dans les éléments constitutifs de la possession, il y a aussi ce qu'on appelle l'animus, c'est-à-dire que c'est un élément psychologique, intellectuel. C'est la volonté de se comporter comme le véritable propriétaire de la chose. Donc pour être dans une définition juridique de la possession, il faut cumuler les deux. Une emprise matérielle de la chose, mais aussi un élément psychologique, la volonté de se comporter comme le propriétaire de la chose. Alors, du coup, on va distinguer la possession de la détention précaire. La détention précaire, ce n'est pas la possession. La détention précaire, c'est le corpus, mais sans l'animus. D'accord ? Ça, c'est de la détention précaire. C'est-à-dire que j'ai une emprise matérielle de la chose, mais je n'ai pas la volonté de me comporter comme le propriétaire. Par exemple, le locataire d'un bien, c'est bien lui qui a l'emprise matérielle de la chose. C'est lui qui a les clés de l'appartement, c'est lui qui l'utilise, donc c'est bien lui qui a l'emprise matérielle de la chose. Il a le corpus. Mais il n'a pas la volonté de se comporter comme le propriétaire, il paye son loyer tous les mois, donc il n'est pas propriétaire. Il n'a pas l'élément intellectuel. Donc on va parler ici de détention précaire. Il ne possède pas le bien, mais il le détient, parce qu'il a seulement l'élément matériel de la possession, en quelque sorte, le corpus. Donc c'est un détenteur précaire du bien, et pas un possesseur. Alors si la possession réunit certaines qualités, elle va entraîner l'acquisition de certains droits. Donc les qualités que la possession doit réunir. Elle doit être continue et non interrompue, c'est-à-dire qu'elle doit s'exercer très régulièrement. Concrètement, si par exemple on parle de la possession d'une maison, il ne s'agit pas de jamais la quitter 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais il s'agit de l'occuper très régulièrement, comme si on y habitait. Paisible, c'est-à-dire non violente. Si je me maintiens dans la maison grâce à un fusil et que j'empêche toute personne d'approcher, ce n'est pas une possession paisible. C'est une possession violente et donc je ne vais pas pouvoir retirer de droit particulier de cette possession. Donc elle doit être continue, non interrompue, paisible. Elle doit être publique, c'est-à-dire aux yeux de tous. Elle ne doit pas être cachée. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de ma maison, eh bien, j'y vais publiquement, j'y vais pas la nuit entre 2 et 3 heures du matin sans que personne ne me voie, mais je l'occupe sans me cacher aux yeux de tous. Et enfin, non équivoque, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans ma façon d'occuper, de posséder la maison. Je me comporte comme le propriétaire
et il n'y a pas d'autres motifs qui pourraient faire que je suis dans cette maison. Si ces qualités sont réunies, la possession va me permettre d'acquérir certains droits et même d'acquérir le droit de propriété, alors qu'au départ, je ne suis pas propriétaire du bien. Pour acquérir cette propriété, on va demander tout de même que le possesseur possède pendant un certain délai. Et ce délai va varier selon qu'il est de bonne foi ou de mauvaise foi. Le possesseur de bonne foi, c'est celui qui croit qu'il est propriétaire. En fait, il ne l'est pas, mais lui, il le croit. Et pour le croire, il faut qu'il ait un titre, un juste titre. C'est-à-dire un titre qui normalement aurait dû lui transférer la propriété, mais pour une raison ou une autre, ce titre n'est pas valable, et donc, en réalité, il n'est pas le propriétaire. Mais lui, il le croit parce qu'il a un titre, soit une donation, ou alors il a acquis le bien de quelqu'un qui n'en était pas véritablement le propriétaire. Bon, il a un titre qui n'est pas valable. Donc lui, il croit qu'il est propriétaire. Eh bien, s'il possède le bien pendant 10 ans, il devient effectivement propriétaire de ce bien. Le possesseur de mauvaise foi, c'est celui qui n'a pas de juste titre. Donc, il ne peut pas croire qu'il est le propriétaire du bien. Il n'a aucun justificatif qui vient démontrer qu'il est le propriétaire du bien. Et il n'a pas de raison de le croire puisqu'il n'a pas de juste titre. Eh bien, même celui-là va pouvoir acquérir la propriété du bien, mais cette fois en 30 ans. S'il possède le bien immobilier pendant 30 ans, il en devient le propriétaire. Cette règle, elle a été établie au moment de la rédaction du Code civil, je vous en parle souvent, 1804, donc il s'agissait de privilégier ceux qui entretiennent les biens, ceux qui s'en occupent. Donc si une personne est propriétaire, par exemple, d'un bien immobilier, et au bout de 30 ans, en fait, quelqu'un d'autre s'en occupe, l'entretient, le possède, sans que le véritable propriétaire ne s'en préoccupe, eh bien, finalement, le législateur va privilégier celui qui possédait le bien. Donc, l'idée, c'est de faire acquérir la propriété à celui qui possède, en 10 ans s'il est de bonne foi, et en 30 ans s'il est de mauvaise foi. Ce mécanisme intervient assez souvent dans les zones rurales, mais également dans les zones urbaines, notamment dans les copropriétés, où il peut y avoir l'acquisition de la propriété par l'effet d'une possession prolongée dans des parties communes, par exemple. Voilà, donc un petit point sur cette première partie. Nous reviendrons notamment sur les effets de la possession dans la deuxième partie, sur l'acquisition de la propriété.